On poursuit cette discussion autour du feedback, toujours en compagnie de Delphine Torjman, directrice de Smartness et auteure de l'art du feedback. Nous ont rejoint Gabriel Tadjine, ancien directeur des relations sociales et de la stratégie au sein de grands groupes internationaux, et Caroline Haquet, DRH de Manutan et partenaire de cette émission. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors, Caroline, je vais me tourner vers vous qui êtes au sein d'une ETI. Comment est-ce que vous êtes venue à vous intéresser à cette culture du feedback ? Alors déjà, je pense que ce type de démarche doit quand même s'ancrer dans une culture d'entreprise. Sinon, on risque un petit peu d'être dans le gadget. Et il se trouve que nous, dans nos valeurs, il y en a deux particulièrement qui se prêtent, je pense, au feedback, puisque d'un côté, on va demander à nos collaborateurs de se parler d'égal à égal, et on est extrêmement convaincu de l'amélioration continue. Donc c'est vrai que le feedback va vraiment nous aider sur ces deux aspects. Sur l'aspect de l'amélioration continue, parce que exactement comme Delphine l'a expliqué, c'est un des meilleurs leviers pour faire progresser les collaborateurs, les équipes, les managers. C'est vraiment de dire à un instant T ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien, donc sur le terrain. Et sur l'aspect justement en revanche de communication, là je vais repartir sur mon exercice, sur mon expérience de DRH, et je pense que la très grande majorité des conflits ou des tensions qu'il peut y avoir au sein d'équipes entre managers, c'est parce qu'ils ne se sont pas parlé, parce qu'ils n'ont pas appris à se dire les choses. Donc à partir du moment où avec une méthodologie, vous pouvez à la fois faire grandir vos collaborateurs, les motiver, et d'un autre côté vous assurer que la parole est libre et que les choses peuvent se dire de façon organisé au sein de l'entreprise, on a quelque chose de très puissant. Ça veut dire que vous faites du reverse feedback, comme disait tout à l'heure Delphine, c'est-à-dire que vos collaborateurs aussi peuvent faire du feedback aux managers ? Oui, on est vraiment sur cette idée de 360, c'est-à-dire c'est le feedback permanent 360, donc waouh. Et avec justement cette idée, pour que ce soit puissant, pour que ce soit encore une fois quelque chose qui soit ancré dans les valeurs de l'entreprise, il faut qu'il y ait cette universalité, on va dire. Et autre élément pour que ça fonctionne, et que encore une fois, que ce ne soit pas juste une petite politique, c'est l'engagement des équipes de direction. Parce que si on dit une culture du feedback, mais en fait, dès qu'on commence à monter, il ne faut rien dire, c'est mal pris, etc., on est complètement décrédibilisé. Donc ça, c'est un élément, je pense, qui passe, on va dire, d'une politique de feedback à une culture de feedback. C'est cet engagement de toute l'entreprise dans cette démarche. Moi, j'avais quand même une question parce que c'est très anglo-saxon, cette culture du feedback, et on entend souvent les anglo-saxons dire feedback is a gift, mais en même temps, il y a certaines choses qui sont un peu difficiles à entendre, et puis tout le monde n'est pas prêt à entendre les mêmes choses que son voisin. Donc, Gabriel, comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là pour que les choses soient bien prises ? Absolument. Pour que les choses soient bien prises, à mon sens, en fait, il faut travailler sur les émotions. Tout le monde n'accuse pas réception de la même manière d'un message. Et donc, par conséquent, il faut que le manager ait certaines compétences pour pouvoir s'adapter au profil psychologique, finalement, des équipes qui composent l'entreprise. Et pour ce faire, il faut que les managers soient formés pour pouvoir s'adresser de la manière la plus adaptée et la plus cohérente par rapport au profil psychologique. Alors on sait qu'aujourd'hui, les entreprises s'adaptent de plus en plus. Avant, la sociologie, la psychologie, l'être humain, enfin, on parlait plus collectivement qu'individuellement des salariés. On parlait des équipes. Aujourd'hui, on sait que les entreprises axent de manière importante leur vision sur des aspects individuels des profils psychologiques qui composent les équipes. Et c'est pour ça que n'est pas manager qui veut, il faut quand même que les managers, et on sait aujourd'hui d'après toutes les études que le premier critère de compétence d'un manager, c'est l'empathie, c'est-à-dire la possibilité de se mettre à la place de l'autre, en d'autres termes, comprendre pourquoi telle personne peut agir ou réagir tel qu'elle le fait. Et par conséquent, il faut effectivement ce pouvoir et cette connaissance, ces compétences d'adaptabilité par rapport à ses interlocuteurs pour pouvoir avoir un message qui est un objectif, qui soit un objectif de construction et de développement, et pas, comme le disait Delphine, quelque chose qui viendrait abîmer ou au contraire faire reculer l'intérêt qui était initialement celui, peu importe le sujet. Donc, c'est avoir cette connaissance et ces compétences, former ces managers pour qu'ils puissent s'adapter à leur interlocuteur du mieux possible. Delphine, de ce que j'entends, ça veut dire que
ce management par le feedback doit avant toute chose être un management très individualisé. Oui, très juste. Et ce qui est intéressant par rapport à ce que vous dites, Gabrielle, c'est qu'on veut avoir de l'empathie pour les personnes, mais parfois, ce qu'il faut voir, c'est que les personnes peuvent nous manipuler. C'est-à-dire, il y a des rois du drame et des reines du drame, et on ne peut rien leur dire. Même si on met toutes les formes, même si on a préparé notre petit feedback, même si on a été reconnaissant, on ne peut rien leur dire. Donc, il faut aussi former les managers et les équipes de direction, mais aussi les collaborateurs. Vous êtes dans une entreprise et vous êtes dans un principe d'amélioration continue. On va reconnaître votre compétence, on va vous dire bien les choses, mais il faut pouvoir aussi entendre quand il faut vous améliorer. Et donc, les personnes doivent pouvoir aussi entendre le feedback. Et ça, c'est vraiment un travail sur sa posture. Quelqu'un à qui on ne peut pas parler, c'est pas normal dans une entreprise. Donc ça, il faut pouvoir aussi lui dire. Caroline, est-ce que vous avez formé à la fois les managers, les collaborateurs et comment est-ce que vous avez mis ça en place? J'imagine que ça a été progressif, on n'est pas venu d'un coup avec un process. Alors maintenant, vous pouvez dire tout ce que vous voulez et qui vous passe par la tête, j'imagine que c'est pas comme ça. Non, c'est pas du tout comme ça. Et c'est vrai que je rebondis sur ce que dit Delphine, c'est vraiment très très important, en effet, de pas que focuser sur les managers, parce que c'est toute l'entreprise qui doit être prête à cette démarche. Sinon, on est sur quelque chose qui est déséquilibré. Donc concrètement, on a lancé ce programme en 2020, donc qui s'appelait Feedback is a Gift. Et j'ai visé juste. Et avec bien sûr une formation extrêmement construite, donc à destination des managers, des collaborateurs, avec aussi un outil, avec un peu, en mettant des choses un peu ludiques aussi. Enfin voilà, parce qu'il faut rendre la chose simple, pas en faire quelque chose de trop sophistiqué. Donc c'était un petit jeu de loi où on avançait et on voyait si on était prêt pour le feedback, avec la question est-ce que j'aime recevoir du feedback, est-ce que j'aime en donner, où j'en suis par rapport à ce sujet, parce qu'il faut quand même un peu s'interroger. C'est pas neutre en termes d'émotion, loin de là. Et après, le cadrer, justement avec des petites méthodologies simples, quand il faut le dire, le bon moment, être précis, être court, pour qu'on soit vraiment dans ce que c'est-à-dire de l'amélioration continue, de façon récurrente. Et il y a plusieurs intérêts quand on est manager d'adopter cette posture. Déjà parce que ça rend les relations souvent plus simple, puisque les choses sont dites, donc on évite des trucs moisis, les hommes placards sous le tapis, tout ça. Et aussi, on n'a pas cette espèce de rendez-vous annuel où on doit tout sortir. Au moment de l'entretien d'évaluation, voilà, c'est ça? Exactement. Alors, il y a 6 mois, tu te souviens? Ben non, je ne me souviens pas. Ça n'a aucun sens. Donc, comme ça permet d'être vraiment dans cet accompagnement et de garder après, par exemple, un entretien de développement un peu plus statutaire, on va parler de l'avenir, etc. Donc je trouve que c'est très puissant. Mais c'est vrai que le manager aujourd'hui, et c'est ce qui fait à la fois la richesse et la complicité de l'exercice, doit travailler en one-to-one, en individuel avec chaque membre de son équipe, et doit travailler sur son équipe. Donc, il a ce double impératif qui est intéressant, mais un peu challengeant. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est que la forme du feedback compte autant au moins que le fond. Vous avez des gens qui n'aiment pas être, entre guillemets, pris à partie parce ça peut être perçu comme ça publiquement. Donc, utiliser des feedbacks plutôt individuels en fonction justement des profils de la personne, ou bien collectif ou collectif. Ensuite, en tous les cas, la forme, le timing, c'est pas avoir des délais trop longs entre des événements produits et un retour sur expérience avec un décalage où finalement la personne a carrément oublié. Donc la forme a aussi une importance fondamentale dans ce type d'exercice. Mais que fait le manager quand, bien qu'il ait bien préparé son feedback, fait ses 5 points positifs en amont, choisi ce qu'il pense être le bon moment, mais que le collaborateur réagit en face, soit avec de la colère, soit une tristesse incommensurable et se met à pleurer? Comment est-ce qu'on... Le manager n'est pas non plus infaillible, il ne sait pas non plus nécessairement dans quel état d'esprit le collaborateur se trouve ce jour-là, à ce moment-là. Donc comment est-ce qu'on gère ça, Gabriel? Absolument. Il y a des situations complexes où votre interlocuteur peut avoir une réaction disproportionnée par rapport à un retour sur expérience. À mon sens, il n'y a pas de recette magique, mais il faut accueillir les émotions de votre interlocuteur
et les laisser s'exprimer, et ensuite essayer de trouver des points de convergence pour pouvoir faire parler votre interlocuteur qui, si ça se trouve, fera état de plein d'autres choses, et c'est souvent le cas, qui dépasse largement le cadre du simple sujet qui aura été traité à l'instant où on en aura parlé. Donc c'est accueillir finalement l'émotion débordante de votre collègue et ensuite pouvoir en parler en toute quiétude, essayer d'apaiser. Ce que j'entends, c'est que ça donne un peu au manager une place un peu de psy quand même, Delphine. Est-ce que chaque manager est en capacité, même avec la bonne formation, de se comporter de la façon qui vient d'être décrite ? Il y a une phrase qui est intéressante, c'est de se dire « je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que la personne interprète ». Et du coup, en tant que manager, je vais faire ma part. Mais si la personne a une réaction débordante, je vais être responsable de l'art de l'oration, donc d'avoir de l'empathie, parce que c'est une qualité essentielle chez le manager. Mais un conseil que je peux donner dans ces moments-là, c'est de se dire que on ne gagne pas aux échecs en un coup. Et parfois, on veut, en une discussion, résoudre tous les problèmes. Ce qui est intéressant quand il y a un débordement émotionnel, c'est d'accueillir avec l'empathie et de remettre la discussion dans un second temps. Mais si on a une colère débordante en face, on peut avoir du mal en tant que manager à être empathique. Vous voyez, c'est empathie avec la tristesse, ok. Avec la colère, on est peut-être un peu plus limité, non ? La colère, c'est une sensation d'impuissance face à une situation. Donc il y a parfois des sentiments d'injustice dans les entreprises et il faut pouvoir les entendre. Après, il y a un temps pour entendre et il y a un temps pour résoudre les solutions, être orienté sur les solutions. Il ne faut pas mélanger les deux temps. C'est bien de faire un peu d'espace entre les deux. Caroline, tout à l'heure, Delphine disait il y a quand même des gens à qui on ne peut rien dire et qui n'accepteront jamais la moindre critique, même fût-elle constructive. Est-ce que vous, dans vos process de recrutement, dans les soft skills que vous cherchez chez vos collaborateurs, vous avez une attention particulière sur ces sujets-là en vous disant peut-être est-ce que cette personne sera en capacité de s'intégrer dans cette culture du feedback que nous avons mis en place ? Oui. Alors c'est fondamental. Nous, on attache autant d'importance à la performance que ce qu'on appelle le fit culturel. Et dans la culture de Manutan, il y a notamment aussi cette adéquation à nos valeurs, qui sont très actionnables, qui ne sont pas juste... voilà. Et donc, la logique de feedback. Donc, c'est vrai que normalement dans l'entretien, c'est typiquement des choses dont on va parler. Est-ce que vous donnez des feedbacks ? Quel est le dernier feedback que vous avez reçu ? Est-ce que ça vous avait aidé à progresser ? Nous, on marque partout feedback, donc je pense que les gens comprennent aussi dans quelle entreprise ils rentrent. Et oui, c'est quelque chose qui est fondamental. Maintenant, il y a des gens qui ne sont pas contre, mais qui n'ont jamais vécu dans leurs entreprises précédentes. Parce qu'il ne faut pas se tromper, il y a aussi des entreprises qui ne sont pas exactement dans ces modes de fonctionnement, où c'est très hiérarchique, chacun chez soi et tout le monde sera bien gardé. Donc il faut les former, d'où l'importance en fait, c'est de la formation continue, parce qu'il y a des gens qui s'en vont, des gens qui arrivent. Donc ce système que je vous avais décrit rapidement, il doit tourner pour que on soit toujours certain d'être à ce niveau d'acculturation sur ce sujet. Donc après, en effet, quelqu'un qui ne supporterait pas qu'on fasse un commentaire sur son travail, oui, il y a un moment, on va avoir un problème dans une vie en collectivité, parce que c'est une entreprise, ça reste quand même un corps social. Gabriel, qu'est-ce que ça change en matière de perception des managers et en matière de relations dans les équipes ? Je dirais que le manager en particulier, on décrit souvent les relations sociales entre les syndicats et la direction générale. La réalité, c'est que le premier niveau de relation sociale, c'est le manager. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la personne avec laquelle on travaille quotidiennement. Donc la relation qui doit être la plus positive possible, constructive, c'est celle avec les personnes qu'on voit régulièrement dans le cadre de son activité. On voit rarement le PDG ou la direction générale, on voit son manager direct. Donc il est quand même important et fondamental de donner au manager la possibilité d'abord de se sentir bien lui-même. Parce qu'on ne peut transmettre et être à l'aise dans son job que si on est soi-même installé,
il y a un lien avec les émotions, c'est-à-dire se sentir relativement en sécurité, avoir la possibilité d'avoir certaines marges de manœuvre, une certaine autonomie dans son travail, qui nous permettent justement de pouvoir prendre des décisions et avoir des actions. Tout à l'heure, j'entendais Delphine et Caroline parler du feedback et vous-même indiquiez le fait que des personnes pouvaient avoir des réactions démesurées. De toutes les manières, il faut savoir qu'un manager aura une réaction. Parce qu'une émotion n'est jamais neutre. Soit la personne sera agréable, parce que l'émotion qui va être générée par le feedback va lui donner un sentiment de joie, soit désagréable. C'est-à-dire que le feedback ne va pas lui être... en tous les cas, il ne va pas le percevoir comme étant positif. Et jamais, de toutes les manières, la position de l'individu sera neutre. Donc dans ce contexte, le manager doit savoir que de toutes les façons, il y aura une réaction. Après, ensuite, c'est travailler sur la façon de réagir en fonction des excès. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec Delphine quand elle dit, je pense qu'il faut reporter la discussion à un peu plus tard pour laisser redescendre un peu la pression et la tension. Donc je dirais que oui, un manager doit avoir la possibilité d'avoir une certaine marge de manœuvre et avoir lui aussi des émotions qui soient associées à des choses agréables pour pouvoir justement agir. Et d'ailleurs, une émotion, sa définition, c'est l'action, c'est le mouvement. Il n'y a pas d'émotion sans mouvement, sans action. Delphine, quelle doit être la bonne fréquence pour un feedback dans l'entreprise? Est-ce qu'on en fait un peu tous les jours? Est-ce que c'est au cas par cas? Comment est-ce que ça fonctionne? J'aime dire que c'est en continu, mais il y a du feedback informel. Juste après l'émission, je dis super, bravo. Ça va être des signes de reconnaissance qui vont être rapides et informels. Et en même temps, c'est intéressant de faire du feedback comme un art, et comme un art avec une cérémonie du thé. Donc, si je dois vous faire du feedback, je vais vous inviter dans un bel endroit, je vais mettre une belle nappe, des bougies, une belle musique, une belle théière, parce que c'est vraiment l'occasion de recevoir un cadeau qui va nous nourrir, qui va nous aider à nous améliorer. Et donc ça peut pas être fait comme du feedback sauvage dans l'ascenseur, et en fait, c'était bien ta fraise. On a besoin de ritualiser ce moment. Et plus il est ritualisé, plus il touche la personne. Vous ritualisez chez Manutan? Oui, et là, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important, parce qu'en même temps, nous sommes tous passés en mode hybride, donc avec des collaborateurs qui sont moins souvent ensemble. Donc le feedback sur Teams, parfois ça marche moins bien. Donc justement, il faut revoir tous les rituels, et c'est ce que d'ailleurs on est en train de faire aujourd'hui chez Manutan, pour être sûr qu'on n'a pas perdu avec ce mode à moitié distanciel, cette capacité justement d'accompagnement et de feedback permanent. Donc oui, ritualiser, je ne sais pas si on va jusqu'à la cérémonie du thé, même si j'aime beaucoup votre métaphore, mais je suis d'accord. Déjà, le premier élément du feedback, c'est je m'arrête pour qu'on parle de toi. Donc, énorme sentiment de reconnaissance. C'est parce que j'arrête tout mon travail, tout ce que je suis en train de faire, pour passer un temps qualitatif sur parler de toi, de comment ça s'est passé, de qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment, comment tu l'as vécu. Donc, forcément, oui, il faut se dire, c'est pas 10 minutes, quoi. Il faut avoir un temps qualitatif. Et notamment, nous, on est en train de mettre dans nos rituels que les feedbacks se font forcément en présentiel. On demande aux managers de s'organiser pour faire le plus possible les feedbacks en présentiel, parce que sinon on perd justement la lecture les signes, ce que vous disiez, comment il est en train de le prendre, est-ce qu'il m'écoute plus, est-ce que je l'ai perdu, donc beaucoup d'attention à la forme. Vous disiez tout à l'heure, vous avez répété plusieurs fois le mot puissant, vous avez dit c'est un levier puissant. Est-ce que vous avez mesuré des effets sur l'engagement de vos collaborateurs, leur motivation aussi? En fait, c'est toujours un peu compliqué parce que l'engagement, c'est quand même le résultante de beaucoup de choses. Maintenant, moi, je dirais que un levier que je regarde, c'est à quel point aujourd'hui c'est naturel dans l'entreprise. C'est-à-dire que on a une réunion, c'est assez fréquent qu'on ait ensuite un petit message qui arrive via un outil en disant que penses-tu de ma présentation ?
dès qu'on a des grosses réunions avec, par exemple, tous les managers, etc., c'est systématique. Il y a toujours une demande de feedback qui part pour savoir, justement, sur le fond et sur la forme, qu'est-ce qui pourrait être fait. On a ritualisé donc, ce qu'on appelle les check-in, qui sont justement ces moments qui doivent être fréquents dans l'année pour avoir ces échanges. Donc, c'est là où on voit que ça fait maintenant partie de notre culture, c'est qu'il faut... on la vit. On vit ça de façon assez naturelle. Merci beaucoup, Caroline Akka. Je rappelle que vous êtes DRH de Manutan, Delphine Torgman, directrice de Smartness et auteur de l'art du feedback, et Gabriel Tadjine, ancien directeur des relations sociales et de la stratégie au sein de grands groupes internationaux. On se retrouve bien sûr le mois prochain pour un nouveau numéro de Smart at Work sur Bismart.